Yo 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 yo. Je l'avais dit, il est arrivé l'exercice 4 étoiles XESPCI. Celui-là. Et on va le faire maintenant. Donc, c'est quoi le truc? C'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de parler de rang. F et G des applications linéaires, des endomorphismes dans eux. Et cette équivalence-là. Bon, a priori, on se dit c'est pas si compliqué comme oral. Un petit truc d'algèbre linéaire, une petite équivalence. Alors, ce dont je suis assez fier avec cet exo, c'est que j'ai trouvé moi-même une piste pour le résoudre. Et ma piste, ça a été la suivante. Je me suis dit, tiens, l'égalité des rangs, RG de F plus G égale RG de F plus RG de G. Le rang n'est pas linéaire a priori, mais grâce à ma culture mathématique, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on arrive dans un oral et si on voit quelque chose qui nous rappelle quelque chose, et ben on peut toujours avoir une piste. Ma culture mathématique me rappelle que je connais l'inégalité triangulaire du rang. À la même manière que valeur absolue, que le cardinal, formule de Grassmann, que la dimension, on a l'inégalité rang de f plus g inférieur à rang de f plus rang de g. Ça, c'est vrai tout le temps. Et je vais le montrer. En effet, l'image de f plus g, c'est inclus dans l'image de f plus l'image de g. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, si on prend un élément dans l'image de f plus g, il s'écrit f plus g de a. Donc f de a plus g de a, c'est bien un élément de im de f plus im de g. Un élément de im de f plus im, et il n'a pas l'inclusion inverse, puisque un élément de im de f plus im de g, c'est un élément qui s'écrit f de x plus g de y. Mais on n'a pas forcément x égale y. Donc c'est pour ça qu'on a cette inclusion-là. Ensuite, on passe au rang, enfin on passe à la dimension. On applique la dimension sur une inclusion, donc cela nous donne une inégalité. C'est un espace vectoriel de dimension finie, donc l'image est de dimension finie, il n'y a pas de problème. Et la dimension de l'image de f plus g, c'est exactement la définition du rang de f plus g. Donc là, on a déjà avancé. Seulement, on a dimension de im de f plus im de g. Et nous, on veut quoi? On veut dimension de im de f plus dimension de im de g. Ben là, on utilise quoi? On utilise notre Grassmann, qui nous dit que la dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels, c'est la dimension c'est la somme des dimensions des deux sous-espaces vectoriels moins la dimension de leur intersection. Et on conviendra que ceci est inférieur à dimension de im de f plus dimension de im de g. En effet, on lui enlève quelque chose de positif, donc ça va être évidemment inférieur. Et on retrouve nos deux termes, rang de f plus rang de g. Donc on a bien montré rang de f plus g inférieur au rang de f plus le rang de g. Donc ça c'est bon. Donc on part de là et on se dit, tiens là il y a égalité. Il y a égalité à quelles conditions nécessaires et suffisantes? À quel moment dans mon raisonnement je peux dire qu'il y a égalité? Il y a égalité si et seulement si quoi? Bah déjà, on peut se dire, ici, on pourrait avoir déjà une égalité. Alors, si on voudrait une égalité, il nous faudrait une égalité sur les espaces vectoriels. Pourquoi? Parce que si on a déjà une inclusion, l'égalité des dimensions suffit à prouver l'égalité des sous-espaces vectoriels.
Donc, on a besoin de l'égalité sur ces deux sous-espaces vectoriels. Donc, pour avoir RG de f plus g égale RG de f plus RG de g, on veut im de f plus g égale im de f plus im de g. On a déjà prouvé une inclusion d'ailleurs. C'est-à-dire que si il y a égalité des dimensions, il y a égalité des sous-espaces vectoriels car on a déjà une inclusion, ça c'est bon. Et si il y a égalité des sous-espaces vectoriels, il y a bien évidemment égalité des dimensions. Donc ça marche dans les deux sens, on a bien le si et seulement si. Et ensuite, l'autre égalité qu'on veut, c'est à cet endroit-là, quand on passe de là à là, hop, on a inférieur ou égal, et ça serait égal si et seulement si bah, la dimension de l'intersection est nulle. Et la dimension de l'intersection est nulle, ça veut dire que l'intersection est vide. Et donc, j'ai réussi à retranscrire cette hypothèse-là avec des rangs qui n'est pas très clair en des hypothèses sur des sous-espaces vectoriels. Et donc, ma démarche a été de simplifier le problème. Donc, on peut écrire une nouvelle équivalence. Un nouveau problème à résoudre qui va s'avérer être plus simple. En tout cas, d'après moi, ça a été ma manière de résoudre le problème. Il y a sûrement d'autres manières. D'ailleurs, avec la dimension, si on nous parle de dimension finie, c'est qu'il doit y avoir une manière de le résoudre avec la dimension. Mais moi, je l'ai fait sans parler de dimension. Voilà, on va mettre un et. Et on voit que des deux côtés de l'équivalence, on a deux fois la même hypothèse. C'est-à-dire que pour montrer ça, j'ai besoin de supposer ça. Pour aller dans ce sens-là, j'ai besoin de supposer ça. Pour aller dans ce sens-là, j'ai besoin de supposer ça. Bah, autant le supposer dès le départ. Et donc on obtient un nouveau problème. Soit f et g dans L2E. Avec im de f interim de g égale 0e, le nul. Alors, im de f plus g égale im de f plus im de g équivaut à quart de f plus quart de g égale e. Et là, pour moi, c'est quand même... Enfin, là, on avait deux hypothèses, deux trucs à montrer, une inégalité de rang. Pour moi, j'ai clairement assez bien simplifié le problème, là. Et donc maintenant, ce qu'on va s'attacher à résoudre, c'est cela. Donc, dans tous les cas, on va voir qu'on va avoir affaire à des problèmes d'existence, ce qui fait que cet oral est assez dur. On doit montrer l'existence de choses, et pas des existences uniques, c'est des sommes, mais elles ne sont pas directes, elles ne sont pas entourées plus comme ça. D'ailleurs, bah, de ce côté-là, il y a bien le plus. Ah bah tiens, il y a bien le plus. Parce que ça, c'est quoi? Ça veut exactement dire la même chose que ça. Putain, ça c'est drôle. Je voulais mettre le plus en faisant genre, mais putain. Donc il n'y a pas forcément des existences uniques. Moi, il se trouve que c'est le cas. Et là, quart de f plus quart de g égale e, on va devoir trouver une décomposition dans e d'éléments dans quart de f et de quart de g. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est supposer la décomposition. On va d'abord faire le sens de la droite vers la gauche, plutôt que la trouver. On va céder de la décomposition pour montrer ce qu'il y a là. Donc, supposons quart de f et quart de g égale e. Tranquille, on réécrit ce que ça veut dire. Pour tout x appartenant à e, il existe xf, xg dans quart de f, quart de g respectivement, tel que x égale xf plus xg. Bon. On réécrit ce que ça veut dire, juste pour se mettre dans le bain et pour être prêt à utiliser la décomposition, quoi. Montrons
im de f plus g contient im de f plus im de g. Parce que je vous rappelle, on a déjà fait l'inclusion inverse et on a fait exprès de partir du problème de dimension. Donc maintenant, on va essayer de raisonner en termes d'inclusion. Donc on veut montrer ça. Donc on va prendre un élément donc, soit x appartenant à im de f plus im de g. Bon. Donc il existe u appartenant à im de f, v appartenant à im de g, tel que x égale u plus v. Voilà, j'écris. Il existe des uniques, d'ailleurs, on peut dire des uniques. On va voir si ça va nous servir, mais a priori non. Bon, encore une fois, on doit retranscrire ce que ça veut dire être dans l'image de f et dans l'image de g. On fait apparaître tranquillement nos éléments. Donc, il existe A appartenant à l'image de f, B appartenant à l'image de g, appartenant à E, je veux dire, tel que U égale f de A et V égale f de B. Bon, ok. Donc, si on réécrit ça, donc x égale f de A plus f de B, plus g de B. Ah là 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 là. Plus g de B. Voilà. Pour l'instant, on a juste écrit ce qu'on a. Soit x, on a toutes nos hypothèses. Maintenant, on veut montrer que x est dans im de f plus g. D'accord. Donc, montrons qu'il existe un C dans E tel que x égale f plus g de C égale f de C plus g de C. C'est là tout le cœur du problème. On a une décomposition f de A plus g de B, mais avec des A et B différents, et on veut trouver une décomposition où le C est le même. Il est temps d'utiliser notre hypothèse. C'est-à-dire que on a quart de f plus quart de g égale E. Il faut qu'on décompose un élément de E, donc soit x a priori, soit u, soit v, soit a, soit b. Ça fait beaucoup de choix quand même. Alors un indice pour aider à la décomposition, c'est qu'on décompose des éléments dans le noyau. Donc c'est-à-dire des éléments, quand on leur applique f ou g, on obtient le nul. Et quel élément va être composé par f ou g? Ah bah ça va être A, ça va être B. Donc des éléments intéressants à décomposer dans cette décomposition, ce serait bien évidemment A et B. Donc on utilise notre hypothèse. Voilà, on fait des petits paragraphes, voilà. Il existe AF et AG, de même BF et BG dans quart de F, quart de G. Est-ce qu'on voit encore? Bien sûr qu'on voit encore. Je réécris du coup ce qu'on a mis là, tel que A égale AF plus AG et B égale BF plus BG. Bon, ok. Là, on va calculer f de A. F de A égale f de AF plus, puisque c'est ça qu'on va se servir, ça dont on va se servir là, f de A, donc voilà, égale f de AF, un élément de quart de f, c'est le nul. Donc d'abord, on utilise la linéarité. Il conviendrait qu'on utilise la linéarité. Hop, plus AG égale 0 plus f de AG, puisqu'il est dans quart de f. Ça fait bien f de AG. Bon, ok. Et de la même manière, symétriquement, G de B
on peut bien évidemment conclure que ça fait G de BF, puisque G de BG s'annule. Bon, bah on obtient X égale F, voilà, X égale F de AG plus G de BF. Bon, on n'a toujours pas trouvé notre C là qu'on veut, on n'a toujours pas trouvé le même. Mais si, en fait, on l'a trouvé. Et ça, je trouve, c'est une idée, mais elle est vraiment dure à avoir. Mais en gros, le C, c'est tout simplement AG plus BF. Bah oui, parce que quand on fait F de ça, bah ça donne F de AG. G de ça, ça donne G de BF. Bah tiens. Donc, F de AG plus G de BF égale F de AG plus BF. En fait, on a ajouté l'élément croisé, non pas AF, non pas BG, mais on a ajouté l'élément croisé qui allait s'annuler par F ou par G. C'était une idée assez dure à avoir, mais on a bien notre F de AG plus BF. Donc ça, c'est X égale, tac, 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 donc X appartient à im de F plus G. Et c'est bon, on a terminé notre première application. Maintenant, deuxième application. Supposons, cette fois-ci, im de F plus G égale im de F plus im de G. Cette fois-ci, on va devoir trouver la décomposition. Et ça va être encore un problème d'existence. Là, problème d'existence, on devait trouver l'existence du C. Et des arguments théoriques d'existence à partir de la décomposition du noyau nous ont montré qu'il existait ça. Et là, pareil, vous vous en doutez bien, on va utiliser cette chose-là pour montrer l'existence d'une décomposition. Donc, montrons une décomposition des noyaux. Montrons que ça. On en conviendra que cette inclusion-là est évidente. Et nous, tout l'intérêt qu'on veut, c'est montrer que tout élément de E s'écrit comme somme d'éléments du noyau de F et du noyau de G. De la même manière, cette inclusion-là, elle ne va pas trop nous servir. Ça va être surtout celle-là qui va nous servir. Si on a un truc dans im de F plus im de G, donc il y a des trucs différents, on pourra trouver un égal. C'est ça qui nous intéresse. Donc soit X. Dans E, montrons qu'il existe XF, XG, appartenant à quart de F, quart de G, c'est que X égale XF plus XG. Voilà. On doit les trouver. Et là, on peut faire une analyse synthèse, mais il n'y a pas l'unique, il n'y a pas l'unicité. C'est où c'est là, il n'y a pas l'unicité justement. Du coup, en fait, le truc, c'est de faire une analyse au brouillon, d'essayer de trouver un élément qui marche, et ensuite de le poser, tout simplement de dire cet élément marche. Donc qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Donc là, au brouillon. Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse sur XF et XG, ils sont dans le noyau? Donc en gros, ce qu'on fait, c'est on prend X égale XF plus XG, on le suppose qu'ils existent, quoi. C'est ça le brouillon, tout simplement. XF appartenant à quart de F, XG appartenant à quart de G. Et qu'est-ce qu'on a sur hypothèse sur ces trucs? C'est qu'ils sont dans les noyaux. Donc, on peut appliquer F de X, par exemple, ça donne F de XG. Bon. Mais F de X, il est dans quoi? Il est dans im de F. Et im de F, il est dans quoi? Il est dans m de F plus im de G. Bah oui.
bien évidemment, il s'écrit comme f de quelque chose plus g de quelque chose, plus g de n'importe quoi qui est dans le noyau de g. Et ça revient à la même idée que tout à l'heure quand on a ajouté les éléments croisés. Il s'écrit f plus un g, mais de n'importe quoi qui est dans le noyau de g. N'importe quoi qui est dans le noyau de f. Mais ça, par hypothèse, c'est inclus dans im de f plus im de g. On utilise notre supposition. Donc, il existe A tel que f de x égale f plus g de A appartenant à E. Ok. Bah, là, on continue. On se dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Eh bien, il y a une hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée. Si je vous rappelle, comment il est le problème? Soit f et g dans L2 avec l'intersection des images nulles. Et c'est là qu'il faut bien se rappeler. On était coincé dans cette histoire d'équivalence là. Pour montrer ce sens-là, on n'a pas utilisé cette hypothèse-là. On n'avait pas besoin de l'unicité de la décomposition. Voilà, des uniques, mais on n'avait pas besoin. Mais là, on va avoir besoin d'utiliser ça. Intersection des images est nulle. Donc, on va essayer de réécrire ce qui est là. Tous les f d'un côté, tous les g de l'autre côté. Donc, f de x moins a. Puisqu'en gros, tout simplement, ce qu'on fait, c'est f de x égale f de a plus g de a. Bon, ok. On passe l'autre de l'autre côté. F de x moins f de a égale g de a. Ok. Et on rentre les x moins dedans. F de x moins a égale g de a. Ok. Or, im de f inter im de g égale 0e. Et oui, cet élément, il est dans im de f de quelque chose. Cet élément, il est dans im de g de quelque chose. Donc, les deux, ils sont dans l'intersection, donc ils sont nuls. Donc, f de x moins a égale 0. G de a égale 0. Donc, x moins a appartient au noyau de f. A appartient au noyau de G. Oh bah tiens. Bah tiens. Et x égale x moins a plus a. Quart de f. Quart de G. Bah on a trouvé notre décomposition, c'est bon. Et je vous épargne, parce que là c'est le brouillon, je vous épargne comment on le rédigerait proprement. On dirait, prenons A, l'élément tel que f de x égale f plus g de a. Voilà. Prenons A, cet élément tel que f de x égale f plus g de a. On prend cet élément, hop, et après on vérifie f de x moins a, est-ce qu'il est bien dans le noyau? Parce qu'on remonte en arrière, blablabla. Bla 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 bla. Mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est ça. Et donc, on a bien montré notre décomposition et on a bien fini cette équivalence, l'égalité du rang. Merci d'avoir regardé.